Bonsoir, la semaine dernière c'était à Bastia, le festival du film méditerranéen Artemar, et depuis le début des années 2000, qui a pris la suite du festival du film des cultures méditerranéennes, lui créé en 1982. Quand nous enregistrons cette émission, Artemar n'est pas fini, mais c'était le lieu pour se poser une question. Le cinéma méditerranéen va-t-il aussi bien que la Méditerranée va mal? C'est le fil de ce Intent ou une Méditerranée avec nos trois invités. Bonsoir à vous, merci vraiment d'être présents. Faouzia Marouf, vous êtes journaliste culturelle à Afrique Magazine entre Casablanca, Beyrouth, Paris. Jérôme Bouda, bonsoir également, cofondateur à Ajaccio avec Maria Francesca Valentini de la plateforme Alindi qui met depuis 2 ans le cinéma méditerranéen et corse en résonance et en ligne. Enfin, last but not least, Avi Mograbi, on est vraiment très content de vous recevoir, réalisateur israélien, non sioniste, dites-vous. Du coup, vous représentez 2 pays, Israël et la Palestine, là où la Méditerranée va très mal. Votre travail est salué dans les plus grands festivals partout dans le monde. Avi Mograbi, comme dans tous vos films, vous êtes également acteur dans votre dernier long métrage, Les 54 premières années, présenté à Artemar, diffusé par Arte, sous-titre Manuel abrégé d'occupation militaire, celle de Gaza et de Cisjordanie, par l'armée israélienne depuis 1967. Travail de mise en voix, de mise en archive avec les témoignages des militaires de Tsahal qui racontent ces exactions et sous votre regard pour déconstruire pied à pied le discours officiel. Avi Mograbi, est-ce que le label de cinéaste engagé, the label of committed filmmaker, fit you? Est-ce que ça vous convient? Oui, je suis un cinéaste engagé, mais je suis aussi un citoyen engagé. Voyez, cet engagement n'est pas seulement dédié à mon travail de cinéma. Je suis engagé dans la politique israélienne, je suis un militant depuis de longues années. Non, ça ne me gêne pas qu'on me traite de cinéaste engagé. Alors, évidemment, le conflit israélo-palestinien, qui est le plus vieux conflit de Méditerranée, ou en tout cas un des plus vieux, est très important dans votre vie, comme vous dites, de citoyen et aussi de cinéaste. Mais vous avez développé un langage cinématographique génialement adapté à la complexité de la réalité dont vous essayez de rendre compte. Regardons cet extrait de Bon anniversaire, Monsieur Mograbi, Happy Birthday, Mr. Mograbi, tourné en 1998, il y a 24 ans. 3 anniversaires s'y mêlent, celui de la fondation de l'État d'Israël. Pour les Palestiniens, c'est celui de la Nakba, la catastrophe des premières expulsions arabes de Palestine, et votre anniversaire. À ce moment du film, vous êtes dépassé par tant de difficultés et vous cherchez à joindre votre producteur. On regarde. אני חייב לדבר איתו כי אני באמצע הפקה, אני רוצה לדעת, להמשיך לצלם, מה לצלם, אתה יודע, אני לא... אני מצטער, אני חושב שאני לא יכול לעזור לך, תצטרך לדבר איתו פשוט. אז זה מה שאני רוצה לעשות, נו. רגע, לא נמצא כרגע. הבנתי, אז מה אתה מציע לי לעשות? הוא ביקש, אני אגיד לו שחיפשת אותו. Dizengoff Center, that shopping mall in Tel Aviv, is built on a plot that belongs to the Hinnawi family. Originally from Jaffa, the Hinnawis held possession of this lot as early as 1880. Since the 1920s, Shak's neighborhood was founded on the lot. Its inhabitants were Jews of low income who paid rent to the Hinnawi family. It was called the Nordiya neighborhood. During the war, 1948, the sons of the Hinnawi family were studying in Alexandria. Their mother, who had remarried after the death of their father, fled with her new family to Cairo. The Hinnawi attempts to return to Jaffa after the 48 war were turned down by the authorities. All their property, including houses in Jaffa, orange groves in Beit Dejan, lands and houses in Tel Aviv, including the Dizengoff Center lot, they were all confiscated by the state of Israel. Today, the Hinnawis are scattered between Amman, New York, London, and even in Saudi Arabia. אנחנו לא יכולים כל הזמן להעלות מאוב את מה שהתרחש פה לפני 30 שנה, לפני 40 שנה. אנחנו מסתכלים על ההווה ופנינו לעתיד. היו לנו אבל גם ב-50 שנות קיום המדינה רגעים יפים ביחסים שבין יהודים וערבים. מוטב
שנזכור גם אותם, ובוודאי לא נזכור רק את הדברים הלא יפים שהיו במערכת היחסים בינינו. Alors une écriture qui mélange, qui entremêle plusieurs réalités, puisque c'est celle que vous vivez et que vivent beaucoup d'entre vous. Et puis aussi ce comique de la catastrophe, c'est-à-dire il y a régulièrement beaucoup de dérision dans vos films, comical of disaster and despair. Est-ce que aujourd'hui cela vous semble toujours efficace, important de rester dans cette veine de l'humour, ou l'avez-vous abandonné pour quelque chose de plus tragique? Well, the choice of humor Le choix de l'humour n'est pas un choix intellectuel. Cela vient du corps, c'est moi, je ne peux pas m'empêcher, dans les situations que nous vivons, d'avancer avec de l'ironie, avec l'absurdité ou avec des voix détournées. Voilà d'où ça vient, ce n'est pas une méthode préconçue, une volonté de faire des films avec comique de catastrophe. Vous savez, mes films sont une sorte de grand monologue de ce qui se passe dans ma tête. C'est ce que je retranscris dans les films. But your last film is much more tragic than the precedent. Votre dernier film est plus tragique, plus sobre aussi. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez l'humour, ou on va le retrouver? C'est cet humour de la catastrophe, on entend bien, c'est pas de la comédie. It's funny, with every film. C'est marrant, à chaque nouveau film, il y a un moment dans l'interview où on me demande « Votre film est plus tragique que le précédent ». Être plus tragique, mais c'est la situation du Moyen-Orient, et elle est chaque jour plus tragique. Ceci dit, dans le dernier long métrage, avec toute la tragédie, il y a aussi beaucoup d'ironie. Je joue une espèce de Machiavel, quelqu'un qui endosse l'idée d'occupation, consultant en occupation. Si vous voulez occuper un territoire, venez me voir, je vous apprendrai. Il y a aussi dans ce film ironie et humour, mais bien sûr, la situation n'est rien moins que tragique. Fawzia Marouf et Jérôme Boudin, on a envie de vous dire, voilà, il y a l'humour juif, ou l'humour, en tout cas bien représenté par Ali Moghrabi. Il y a aussi l'humour algérien, l'humour napolitain, la magagne corse. Est-ce que pour vous, est-ce que vous le voyez dans les films qui sont réalisés aujourd'hui, un moyen de traiter des conditions sociales et politiques très très rudes qui sont faites à la plupart des peuples de Méditerranée? Oui, alors nous sommes au cœur d'une ère géographique qui incarne un art en résistance, un cinéma de la résilience, une nouvelle écriture de la résistance. Je pense notamment au film algérien Rome plutôt que vous, plus proche de nous, au Bienheureux, de Sofia Djama. Si on rejoint la ligne du Moyen-Orient, on peut aussi penser à un film réalisé l'année dernière par les frères palestiniens Arab et Tarzan Nasser. Voilà, qui propose une nouvelle écriture rock décomplexée, inscrite entre le... Tournée en plein Gaza, hein, dans la bande de Gaza. Non, pas à Gaza, tournée en Jordanie et au Portugal pour les scènes de pêche. Oui, mais qui concerne Gaza, hein, oui, qui raconte la vie d'une famille gazaouite. Voilà, absolument. Les frères Nasser ne peuvent plus retourner en Palestine, enfin à Gaza depuis 2012, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte pour venir en France. Et cet humour arabe rejoint aussi le tragicomique israélien et juif qu'Avi Moghrabi évoqué, quand on pense notamment à Iran Riklis, un réalisateur qui est israélien, qui avait réalisé La fiancée syrienne, qui se situait sur le plateau du Golan, hein, qui montrait justement l'absurdité de la situation politique et forcément humaine. Et on rejoint aussi un autre réalisateur palestinien, Rachid Macharaoui. Voilà, donc il y a vraiment... Donc c'est une trame qu'on retrouve. Voilà, absolument. Jérôme Boudin, vous en pensez quoi? Est-ce que dans votre travail de recherche sur les films méditerranéens, c'est aussi quelque chose que vous voyez comme humour utile pour décrire des situations tragiques? Ouais, l'humour souvent, enfin nous ce qu'on en voit même dans des courts-métrages de gens émergents, on a un petit court-métrage algérien qui s'appelle Sotra, qui repose sur l'humour, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une médiation
C'est-à-dire que c'est vraiment l'espace d'expression de liberté qu'on ne peut pas avoir pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de dépendances. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'en ai. Ça existe en Corse depuis des années, ça existe en Italie depuis toujours en matière de cinéma. Et c'est la ligne juste, en fait, entre ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut surtout pas dire. Médiateur des non-dits. Voilà. Et du coup, la Méditerranée, elle nous offre systématiquement ça, c'est d'aménager, en tout cas nous, c'est ce qu'on en voit sur notre travail de collecte depuis des années. Elle aménage des espaces de discussion, des terrains neutres, en fait. Et l'humour sert à ça. En tout cas, dans le catalogue, quand on a des films qui adoptent cette tonalité, on se rend compte que ça sert vraiment à ce discours-là. Alors, nous avons regardé des films pendant le festival Artemar, notamment Les Repentis de la réalisatrice espagnole Itziar Bollán, je ne suis pas sûre de ne pas me tromper dans la prononciation, l'histoire d'un assassinat politique par l'ETA et surtout la mémoire de ce geste dans la société, côté de l'assassin et côté de la famille de la victime. C'est une histoire basée sur des faits réels qui se sont déroulés entre 2000 et 2011, date de l'arrêt de la lutte armée par ETA. Nous avons vu aussi Nostalgia de Mario Martone, retour à Naples après 40 ans d'absence pour un homme dont le passé d'adolescence est plein de secrets. Son meilleur ami d'alors est devenu chef d'un clan camorriste qui finira par le tuer. Enfin, nous avons vu aussi cette magnifique film La Conspiration du Caire du Suédois Tarek, là on est encore, voilà, nous voilà au Caire, Tariq Saleh, donc voyage thriller dans l'université Al-Azhar, des images magnifiques où se jouent les puissantes luttes entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs politiques. Est-ce que ces thèmes sont des marqueurs des productions cinématographiques méditerranéennes? Do you think that all these themes that we have seen in this film are really making the identity of the Mediterranean film? Est-ce que vous pensez que ces thèmes sont marqueurs du cinéma méditerranéen aujourd'hui? Bien, écoutez, je ne suis pas critique de film et encore moins sociologue. Je crois au travail spontané qui vient de ces territoires, travail qui reflète les problèmes qui préoccupent les cinéastes, ce n'est pas à moi de dire ce que font les cinéastes marocains ou tunisiens ou même palestiniens. J'ai confiance dans leur travail. J'ai confiance dans leur manière de me parler de leur pays. Fawzia Marouf, est-ce que ces thèmes, donc, c'est des marqueurs importants du cinéma, mais est-ce qu'il y en a d'autres marqueurs du cinéma méditerranéen en ce moment? Pour répondre au fait de la censure, voire de l'autocensure, vous citiez à titre d'exemple La Conspiration du Caire de Tariq Saleh, qui est un journaliste, producteur et cinéaste suédois d'origine égyptienne, qui ne peut pas tourner actuellement au Caire, d'où le fait que son premier long métrage très remarqué par la critique, Le Caire confidentiel, ait été tourné à Casablanca. Oui, c'est un marqueur fort, c'est un marqueur qui participe à la singularité, mais aussi à la force et au propos de ces films. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui émergent? La famille, on a vu les questions de sexualité, l'homosexualité aussi prendre de la place dans la production cinématographique des pays du Sud? Oui, absolument. Et pour faire le lien justement au cinéma israélien et palestinien, il y a 3 thématiques récurrentes qui reviennent au sein de ce cinéma, à savoir la famille, l'homosexualité et la religion. Donc oui, on a vu beaucoup de films qui abordent ces thématiques durant cette dernière décennie. Jérôme Bouda, votre plateforme Al-Indi, elle a ouvert ses pages au cinéma algérien pour les 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Toujours cette mémoire, la mémoire du conflit, mais pas seulement. Pourquoi est-ce que c'est si important de rassembler ce cinéma méditerranéen qui vit de cette mémoire-là, et le cinéma corse d'ailleurs, dans une plateforme? Initialement, on rassemblait le cinéma corse. Et puis très vite, on s'est dit, mais attends, faut être complètement dingue pour pas comprendre que les choses se nourrissent entre elles. Parce qu'au final, notre cinéma s'est nourri de ce que les réalisateurs ont vu depuis des années. Les gens de Cinéma Soch, les générations qui sont venues derrière, les jeunes gens formés par la structuration de la filière cinématographique et audiovisuelle ces 15 dernières années. Donc, à l'occasion de l'indépendance algérienne, on s'est dit, utilisons notre espace de parole qui est un petit peu... il n'est pas en France, en fait.
il est administrativement en France, mais il est de fait culturellement pas en France. Donc utilisons cette liberté pour montrer un petit peu la variété du cinéma algérien. Et on a contacté les producteurs, mais vraiment en leur disant on n'a pas de sous, c'est impossible, on n'a pas de sous, on peut pas acheter vos films. On va les prendre dans des conditions qui sont déplorables, mais on va essayer de bien les traiter, bien les accompagner. Il y a des gens comme Nariman Marie qui nous ont fait confiance. On a les films d'Hassan Farhani. Ce que je disais tout à l'heure, on a Okasha Touita, je l'ai appelé un jour et il nous a dit mais moi les sacrifier, oui bien sûr vous allez les mettre dans la collection. Et on se rend compte en fait que c'est là encore un espace de médiation et de se dire voilà comment on fait pour accompagner les films dans un discours qui a une globalité et pas seulement l'objet film qu'on regarde, qui nous plaît, qui nous procure des émotions, mais sur du temps long et quasiment un rôle civilisationnel de nous raconter une histoire cohérente sur presque 60 ans. Alors pour les jeunes générations, la Méditerranée, c'est pas simplement des conflits, même pour les plus vieux d'ailleurs d'entre nous. Il y a aussi des légendes, des histoires, des recettes culinaires, de la musique. Et on le voit dans cet extrait de Dounia, princesse d'Alep, réalisé par Maria Zarif et André Cadiz. C'est un film d'animation plein de petits trésors. C'est l'oiseau de mon ventre qui gazouille. Dounia, ça veut dire le monde. Raconte-moi l'histoire de la princesse d'Alep. La graine de balaké est l'ingrédient magique qui éloigne le mal de toute chose, même du mal. Alors la lune, c'est magique, comme la graine de baraké? Non, la graine de baraké. Ce film-là, ce petit bijou d'animation, c'est une coproduction Québec-France réalisée par une Syrienne notamment, elle n'est pas seule, immigrée au Québec. Est-ce que ça c'est aussi un marqueur des films méditerranéens, notamment dans le Sud, une condition très particulière, c'est-à-dire on s'appuie sur les diasporas, sur l'immigration et on coproduit avec les films des pays d'accueil. Est-ce que ça c'est assez marquant, on le voit dans le programme d'Artemar et cette année, vraiment les films on va dire des pays de l'Union européenne, des pays méditerranéens de l'Union européenne, ils ont leur propre industrie cinématographique. Pour les pays du Sud, il y a toujours des coproductions. Oui, je pense notamment à un très beau film qui a été présenté justement durant la programmation Artemar, Sous les figues, d'une jeune réalisatrice tunisienne, qui est en fait le fruit d'une coproduction entre la Tunisie et la Suisse avec Acafilm. Et vous évoquiez justement la situation géopolitique de ces films. Justement, la série avec Dounia, princesse d'Alep, renvoie à l'après-printemps arabe, puisqu'on sait, hélas, que la Syrie a fait les frais d'un printemps arabe assez sombre, puisque ça donnait lieu à des milliers de réfugiés à travers le monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Et le rôle de diaspora aussi, c'est-à-dire que les personnes qui immigrent finalement arrivent à trouver les conditions de réalisation et de réalisation de leurs films et de leurs projets. Oui, bien sûr, la diaspora est très active, elle connaît une vraie vitalité, elle incarne de plus un entre-deux, c'est une richesse, ce n'est pas qu'une faiblesse, ça peut aussi être une force. On l'a vu durant cette dernière décennie, de jeunes cinéastes marocains, égyptiens, tunisiens, algériens, syriens. Voilà, c'est vraiment un entre-deux très important. Absolument. Jérôme Bouddha, vous voulez rajouter? Ouais, juste un tout petit mot, en fait, parce que le cinéma, c'est aussi du financement, et les mécaniques de financement méditerranéennes, il y a des choses qui sont faites, il y a énormément de choses qui sont faites, mais il faut sans cesse les réactiver, et pour le coup, ici, on a vraiment ce point de vue, et en Corse, tous globalement, tant qu'on est sur ce que c'est qu'une mécanique de financement méditerranéenne, et il n'y a pas beaucoup de pays comme ça. Qui sont connectés à la fois très au sud et très au nord, qui vont vers ça. Avi Mograbil, That's Worth for You. Vos films à vous sont produits en Israël, mais le dernier ne passera pas à la télévision, si j'ai bien compris. Il est encore plus critique que les autres. Vous avez travaillé là avec Arte, notamment pour la production. Un petit mot là-dessus? Normalement, mes films sont financés par l'aide publique et les fondations privées israéliennes. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, si vous voulez, c'est un film européen. Ok, merci. En tout cas, merci à vous trois d'être là. Merci Artemar, particulièrement à Elisabeth Melakiari pour sa patience pour l'envoi des extraits de films. Place maintenant à Corsicazer.